Allô, merci beaucoup d'être là. Merci, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un séminaire sur les interventions du FMI dans les pays à faible revenu et la réforme du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, que nous appellerons au cours de cette session le PRGT, même si le sigle est un sigle anglophone. Je crois que tout le monde connaît le PRGT et ce sera plus commode de le désigner ainsi. Alors, merci beaucoup au Fonds monétaire d'abord d'avoir sollicité la FERDI pour organiser ce séminaire, ce dont nous sommes honorés et réjouis, car c'est un sujet vraiment très intéressant. Nous sommes heureux que ce soit un séminaire francophone qui trouve sa place à la suite d'un séminaire un peu équivalent qui avait été organisé au cours des semaines passées, il y a à peu près un mois, par le CGDEV en anglais. Je crois qu'il y en a eu un autre aussi, mais fermé à ODI sur le même sujet. Donc, c'était vraiment important compte tenu du rôle que joue le Fonds monétaire dans les pays francophones, d'avoir un séminaire spécifiquement en français sur ce sujet. Et donc, encore une fois, merci au FMI d'en avoir pris l'initiative. Le but du séminaire est d'examiner quels sont les modes d'intervention du FMI dans les pays que l'on dit à faible revenu, je reviendrai sur cette dénomination, et sur la réforme du PRGT. Et de le faire à la fois pour entendre la voix du Fonds monétaire, leur présentation de l'état des lieux, et puis l'état de la réforme, et puis, je dirais même surtout, pour entendre les réactions de hautes personnalités africaines, qui sont des personnalités, soit acteurs au premier rang dans les réformes et le recours au Fonds monétaire, ou qui ont été dans une position d'expertise éminente à ce sujet. Je vais les présenter dans un instant, mais je voudrais dire auparavant que le Fonds monétaire, dans la conjoncture actuelle, joue un rôle majeur et vraiment très important pour répondre aux crises que les pays subissent pour des raisons, en l'occurrence avec le Covid, vraiment tout à fait exogènes, et le fait de façon complémentaire d'autres grandes institutions financières, je pense aux banques multilatérales de développement et notamment à la Banque mondiale. Mais je crois qu'on peut dire que dans la conjoncture actuelle, le FMI a fait preuve d'une grande réactivité. J'en donnerai un chiffre dans un instant. Auparavant, je crois qu'il est bon de cerner le périmètre de notre discussion. Nous parlons de l'appui du Fonds monétaire aux pays à faible revenu. En l'occurrence, pays à faible revenu, nous allons l'entendre au cours de cette réunion comme pays éligibles au PRGT. Alors, ce sont des pays à faible revenu au sens où ils sont dans qu'ils ont un revenu par tête inférieur au seuil opérationnel de l'IDA, qui est lui-même un peu supérieur au seuil utilisé habituellement par le World Bank Atlas pour désigner les pays à faible revenu, et qui seuil qui est lui-même pour le PRGT relevé en fonction des critères de petite dimension démographique. Toujours est-il que nous avons 69, si je me trompe, pays éligibles au PRGT, et c'est cela qu'on va appeler aujourd'hui un pays à faible revenu, même si ce n'est pas la signification, je dirais, la plus universelle de la notion de pays à faible revenu. Mais c'est important de noter, je le disais tout à l'heure, que le Fonds monétaire a joué un rôle très important. Nous avons calculé, alors c'est des chiffres un peu approximatifs, mais qui peuvent être évidemment affinés. Si nous on compare les interventions du Fonds monétaire et celles de l'AID, de AIDA, dans les pays éligibles au PRGT,
nous voyons que la proportion des fonds déboursés à partir du PRGT, ou sous le chapeau, on va dire, du PRGT, par rapport à ceux de Haïda, tout en étant inférieur, a sensiblement augmenté entre 2019 et 2020. C'était moins d'environ 38% en 2019, 63% en 2020, encore 47% en 2021. Et pour l'Afrique, le saut est encore plus grand puisqu'on est passé de 2019 à 2020 de 34% à 67%. C'est inférieur à Haïda, mais c'est une place qui a été de façon très naturelle augmentée relativement dans la période de crise. D'où l'importance même du rôle du Fonds monétaire et de savoir comment ce rôle peut être éventuellement renforcé, aménagé, compte tenu des finalités propres du Fonds monétaire par rapport aux autres institutions. Alors, pour organiser le débat, nous avons maintenant, nous pensions avoir 6 panélistes, nous pensions avoir combien? Oui, 6 panélistes, 5, mais c'est déjà beaucoup. Le décor sera planté en quelque sorte par Bruno Cabriac, qui est le directeur général adjoint des relations internationales et des études à la Banque de France, qui intervient aussi ici en tant que senior fellow de la FERDI, et qui présentera le pourquoi une réforme à ses yeux s'imposait. L'état actuel des financements FMI dans les pays à faible revenu et la nature de la réforme intervenue en juillet du PRGT sera présenté par Guillaume Chabert, qui est le directeur adjoint du département de stratégie politique et évaluation du FMI, le fameux SPR, le lieu où se forge la doctrine du Fonds monétaire, et qui lui-même a eu une grande expérience dans le passé en tant que chef de service des relations internationales au Trésor français et artisan de la réforme dans le traitement de la dette par la responsabilité qu'il avait sur ces questions au sein du G20 et puis au Club de Paris, dont il dépendait de son autorité. Voilà, donc merci Guillaume d'être là et d'avoir été en quelque sorte l'initiateur de ce séminaire. Alors, pour réagir par rapport à la situation actuelle et à la réforme qui a été adoptée, nous avons 3 intervenants de haute qualité, bien sûr. Et la première, ce sera la ministre Rindra Rabarina Rinarisson, ministre de l'économie et des finances de Madagascar. Merci encore une fois d'être là. Nous pensions avoir Madame Johnson, qui était ministre secrétaire générale de la présidence du Togo et qui a été empêchée au dernier moment. Roger Rigobert Andéli, le ministre des Finances du Congo, lui-même appelé par son président en dehors de son bureau, est remplacé par quelqu'un d'extrêmement expert sur le sujet, qui est son directeur de cabinet, monsieur Ossier, Wilfried Ossier, qui l'a remplacé, avoir préparé, c'est à la fois la voix personnelle de M. Ossier qu'on va entendre, mais à travers lui celle de Rigobert Andéli. Et puis, en troisième témoin externe, nous aurons la chance d'avoir Ngueto Yambaye, qui est actuellement directeur général du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, qui est situé à Cotonou et qui intervient pour un grand nombre de pays africains, qui lui-même a été le très actif ministre de l'économie et du plan de la République du Tchad, après avoir été, ou plutôt ayant été antérieurement lui-même administrateur du Fonds monétaire
international pour les pays africains francophones, donc parfaitement qualifié. Et j'ose ajouter qu'il est lui-même, comme le premier des intervenants, senior fellow de la FERDI. Donc, voilà le panel. Le sujet, j'ai déjà trop parlé parce que nous avons beaucoup de choses à discuter. Juste une petite remarque de présentation. Ce n'est pas c'est un séminaire sur les interventions actuelles du Fonds monétaire et du PRGT dans l'état actuel des choses. La question de la, très à la mode aujourd'hui, de la réallocation des DTS sera peut-être évoquée, je crois, dans un des slides de Guillaume Chabert, mais ce n'est pas l'objet principal de la réunion, même si nous sommes amenés à y venir. Et un autre séminaire aura lieu dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les 2 et 3 février, avec le Trésor public français. Et je me serai amené d'ailleurs l'honneur d'animer la première de ces 2 sessions le 2 février. Mais vous serez informés de tout ça. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'évoquer la question des DTS, mais ce n'est pas l'objet principal de ce séminaire. Alors, allons-y si vous le voulez bien. Et je vais demander à Madame la ministre Rindra Redarison, excusez-moi si je prononce mal votre nom, de commencer. Non, je demanderai plutôt à Madame la ministre d'intervenir la première après les présentations de Bruno Cabriac et de Guillaume Chabert. Bruno, d'abord, c'est à toi. Merci beaucoup Patrick. Je crois que tu as planté le décor. Je vais ajouter quelques éléments à ce décor avant de passer la parole à Guillaume Chabert. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu la création d'un fonds spécifique, le fonds PRGT ou le fonds FRPC, pour accorder des financements concessionnels avec des caractéristiques différentes des facilités du fonds. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la reconnaissance de spécificité des besoins de balance des paiements des pays à faible revenu. Parmi ces spécificités, parmi d'autres, on peut citer l'importance relative par rapport à l'économie des chocs que ces pays subissent, notamment quand ils sont producteurs de matières premières. Donc, en pourcentage du PIB, ils peuvent avoir des chocs infiniment plus importants que des économies avancées diversifiées. Le caractère en partie structurel des besoins de balance des paiements des pays à faible revenu, une plus forte vulnérabilité sur la soutenabilité de la dette et évidemment, pour ceux d'entre eux assez nombreux qui sont dans les pays fragiles, des fragilités politiques. Donc, le traitement, donc ces besoins sont spécifiques. Il y a effectivement aussi une nécessité de réserver pour ces pays, compte tenu de leur vulnérabilité particulière par rapport à la dette, de réserver des financements concessionnels. Et le traitement de ces besoins par le Fonds monétaire international relève plus d'une logique de solidarité que d'une logique d'assurance mutuelle, qui est la logique générale du FMI. C'est pourquoi ces besoins ne sont pas financés par les ressources générales du FMI, mais par un fonds auquel contribuent certains des membres du FMI et sur une base volontaire. Et ce fonds est à la fois un fonds qui reçoit des prêts sur une base volontaire, mais aussi un fonds qui reçoit des dons de manière à subventionner et à assurer le caractère concessionnel de ces prêts. Donc, ce fonds qui a été créé à la fin des années 80 a évidemment évolué au cours du temps et la dernière décennie a été particulièrement riche en réformes de deux types. Le premier, c'est celui d'enrichir la boîte à outils avec de nouvelles facilités pour rendre les concours du fonds plus flexibles et pour pouvoir s'adapter à des chocs qui sont différents, par exemple des chocs de catastrophes naturelles. Et deuxième type de réforme,
c'est pour mieux intégrer des enjeux de long terme et pour mieux répondre aux spécificités que je notais tout à l'heure. Et donc, il y a eu des évolutions aussi de la principale facilité, la facilité élargie de crédit qui est délivrée par ce fonds PRGT. Et comme l'a dit Patrick Guillaumont, ces réformes ont permis au FMI d'être particulièrement efficaces envers les pays à faible revenu dans la dernière crise, dans la crise qui traverse aujourd'hui, en apportant un soutien qui a été décisif. Et Patrick a bien cité les chiffres montrant la montée en puissance de la part du FMI dans les financements multilatéraux et en fait dans les financements tout court des pays à faible revenu, dans un contexte qui était extrêmement difficile parce que le choc était de grande ampleur et la réactivité des donateurs multi et bi a été, par rapport à la nature du choc, relativement plus faible. Et donc, le FMI s'est retrouvé en première ligne. Et ça a permis, et c'est une première, même si ça avait été un peu amorcé en neuf, ça a permis à ces pays d'avoir une politique budgétaire et monétaire, d'avoir des politiques budgétaires et monétaires contracycliques, bien sûr, absolument pas à la hauteur de ce qu'on a vécu dans les pays avancés ou même de ce qu'ont pu entreprendre un certain nombre de pays émergents, mais quand même des politiques budgétaires et monétaires contracycliques qui ont limité l'effet de la crise. Pour autant, des évolutions ont été nécessaires et c'est à ça qu'a répondu la réforme de juillet 2021 que va décrire Guillaume. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que la crise Covid a montré qu'en cas de choc mondial, l'effet de catalyse des financements du FMI était plus limité. Donc, les chocs de grande ampleur, un effet de catalyse plus limité, ça nécessite d'avoir plus de financement du FMI. Et donc, il fallait agir dans ce domaine-là. Elle a montré aussi, cette crise Covid, que les besoins étaient potentiellement très supérieurs aux ressources disponibles d'aide publique au développement, que ce soit bilatérale ou celles offertes par les banques multilatérales du développement. Elle a montré que le soutien aux pays à faible revenu pouvait être très efficace dans le cas d'un choc mondial de cette ampleur et pouvait être efficace pour limiter les stigmates d'une crise de ce type. Et pourtant, malgré la rapidité, la réaction du FMI, les récentes prévisions, par exemple, de la Banque mondiale, publiées en janvier 2022, montrent que dans les pays à faible revenu, à la différence des pays avancés et à la différence aussi des pays émergents, on va garder les stigmates de long terme de cette crise, que ce soit en raison de la baisse PIB par tête qui ne va pas revenir à un horizon en tout cas prévisible à sa tendance de pré-crise, à la différence de ce qui se passe dans les pays avancés et de ce qui se passe dans les pays émergents, et parce qu'il y a eu un éloignement encore plus grand des objectifs de développement durable, et donc que ça laisse des traces et qu'une partie des gains qui avaient été réalisés au cours des 2 premières décennies de ce siècle en termes de développement avaient été effacés durablement par la crise. Et donc, c'est d'autant plus utile de limiter ces stigmates et donc c'est de l'argent, si je puis dire, utilement dépensé. Et puis il y a une raison aussi qu'a mis en valeur la pandémie pour soutenir les PFR en cas de choc de ce type, c'est sur la gestion des biens publics mondiaux. On voit bien tout l'intérêt qu'ont les autres pays, et notamment les pays avancés, à soutenir financièrement les ressources budgétaires des pays à faible revenu pour qu'ils ne soient pas les maillons faibles de la gestion de biens publics mondiaux, comme en cas de pandémie et peut-être demain en cas d'aggravation de la crise climatique. Et donc, ces générateurs, cet ensemble de circonstances
qui a été éclairé, si je puis dire, par la crise de Covid-19, a été générateur d'un consensus autour de l'idée, d'une part, de renforcer les ressources disponibles au fonds PRGT, et d'autre part, de faciliter l'accès à ces ressources. Et je crois que c'est les deux axes fondamentaux de cette réforme. Et je laisse la parole à Guillaume Chabert qui va décrire mieux que moi cette réforme pour la mettre complètement dans ce décor. Merci Bruno. Je signale que Bruno Cavriac a signé avec ses collègues de la Banque de France une note sur le sujet où il développe un peu les points qu'il a présentés dans une note brève de la FERDI qui s'appelle l'évolution des facilités du FMI pour les pays pauvres. C'est la note 227 que chacun pourra retrouver. Guillaume Chabert, donc le grand expert sur le sujet et le directeur de l'Institut de théologie du Fonds monétaire. Merci beaucoup Patrick, merci Bruno. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur le Directeur de cabinet, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la FERDI pour cette discussion aujourd'hui. Merci pour m'avoir invité à y participer. Alors, j'ai une présentation PowerPoint et je vais essayer de faire ce qui est techniquement extrêmement compliqué, c'est-à-dire de partager mon écran de manière relativement rapide et fluide. J'espère que ça va fonctionner. Vous allez me le dire tout de suite. Mon écran, c'est très bien, mais… Voilà, donc j'espère que vous voyez les diapositives. Donc, j'ai une présentation en deux temps. D'une part, pour présenter en quelques chiffres ce que sont aujourd'hui les financements du FMI aux pays à faible revenu et pourquoi des réformes étaient nécessaires, avant d'en venir à proprement parler aux réformes qui ont été approuvées en juillet 2021. Alors, effectivement, je vais parler sur un périmètre qui sont les 69 pays, comme Patrick Guillaume l'a indiqué, les 69 pays qui sont éligibles au fonds concessionnel du FMI. Il y avait une question dans le chat qui demandait si le FMI était spécialisé sur les pays à faible revenu ou intervenait partout dans le monde. Et donc, oui, le FMI intervient partout dans le monde, en tout cas dans ses 190 pays membres, de différentes manières, hein, en matière de conseil et d'appui au gouvernement, en matière d'assistance technique et en matière de prêts. La spécificité des pays à faible revenu, c'est qu'ils bénéficient sur la partie prêts de fonds concessionnels avec des prêts à taux zéro, comme je vais essayer de l'expliquer. Alors, sur cette première diapositive où il y a beaucoup trop de texte, la partie importante, c'est le graphe qui montre ce qui ont été les financements décaissés par le FMI au profit des 69 pays à faible revenu entre 2013 et 2020. Et vous voyez un pic en 2020. En 2020, avec la crise, le FMI a déboursé en gros 6 fois plus sur l'année 2020 que ce qu'il faisait en moyenne sur chacune des années précédentes. C'est évidemment lié à la réponse que le FMI a essayé de déployer de manière extrêmement rapide au début de la crise, avec au mois de mars-avril 2020, un doublement des plafonds des financements d'urgence auxquels les pays pouvaient accéder et également une simplification des procédures pour aller vite. Excuse-moi Guillaume, sur mon écran, j'ai les images des intervenants, mais est-ce que les autres personnes voient bien le graphique en totalité? Voilà, voilà. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Bon, parfait. Oui. Non, c'est une juste vérification. Désolé de vous avoir interrompu. Aucun souci. Donc, en 2020, le FMI a décaissé 13,2 milliards de dollars au pays des 69 pays à faible revenu, comme je l'indiquais, donc 6 fois plus que la moyenne annuelle des années précédentes. Et tout cela quasi exclusivement avec des financements d'urgence, décaissements rapides, et non pas des programmes pluriannuels d'appui aux réformes économiques. Alors, le bas du slide parle un peu des questions de dette, puisque en complément des financements en prêt, le FMI est également intervenu sur la dette grâce à des dons de certains pays membres. Hein, la dette que certains pays, 31 pays, devaient au FMI sur la période de 2020 à 2022 a été allégée, a été prise en charge par des dons concrètement. Et c'est à peu près 1 milliard de dollars que
31 pays ont pu ne pas rembourser au FMI grâce à la prise en charge par des pays donateurs. Et puis, en complément de cette action immédiate et directe par le FMI en appui à l'allègement de la dette, il y a eu bien sûr tous les travaux sur l'initiative de suspension du service de la dette, ce qu'on appelle en anglais la DSSI, et actuellement, et pour probablement les mois et années à venir, l'appui à la mise en œuvre du cadre commun du G20 pour le traitement de la dette. Ce sont des sujets sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Alors, sur cette diapositive, je voulais indiquer qu'on est déjà passé à une nouvelle phase de gestion de la crise. On n'est pas sorti de la crise, clairement. La pandémie n'est pas terminée, on le sait avec le variant Omicron. On sait aussi que les taux de vaccination sont faibles dans un grand nombre des pays à faible revenu. Néanmoins, on a évolué depuis 2 ans en matière de traitement et de gestion de la crise, avec 3 phases qui se sont succédées. C'est ce que vous voyez sur le graphique. En gros, au printemps 2020, de mars à l'été 2020, c'était pour le FMI une phase de décaissement via des financements d'urgence. 90% des financements qui ont été alloués par le FMI à cette époque-là ont pris la forme de financements d'urgence, et c'est le pic que vous voyez au début du graphe. Ensuite, il y a eu une phase de ralentissement des financements et décaissements du FMI sur la deuxième partie de l'année 2020. Et puis, depuis le printemps 2021, on est reparti sur un rythme de décaissement important et de mise en place de programmes de financement importants par le FMI, mais sous une forme complètement différente. Cette fois-ci, on est parti sur des programmes de réforme économique pluriannuels, d'appui aux réformes par les pays. C'est ce qu'on appelle les programmes de qualité, de tranche de qualité supérieure. Alors, Bruno l'a indiqué, quand on se tourne vers le futur, malheureusement, la pandémie va laisser des traces durables, et en particulier des traces durables dans les pays à faible revenu, ce qui, assez logiquement et de manière assez directe, va entraîner très probablement une augmentation durable des demandes de soutien du FMI. Sur cette diapositive, il y a 2 graphes qui racontent la même chose, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Sur le graphe de gauche, j'ai voulu indiquer les trajectoires de PIB par habitant pour les pays avancés, ce sont les 2 courbes en vert, et pour les pays à faible revenu, ce sont les 2 courbes en bleu, avec à chaque fois ce qu'étaient les projections que nous anticipions avant la pandémie. Donc, c'est la courbe vert foncé, par exemple, pour les pays avancés. En 2019, nous anticipions une évolution du PIB par habitant pour les pays avancés jusqu'à 2024, qui est la courbe en vert foncé. Et la courbe en vert clair, c'est la courbe avec les données, les dernières données disponibles, celle d'octobre 2021. Et vous voyez que pour les pays avancés, les 2 courbes en vert, les pays avancés ont un PIB par habitant qui a chuté en 2020, mais dès 2022, le PIB par habitant dépasse en réalité ce qu'étaient les projections anticipées avant la crise. Et quand on regarde maintenant les 2 courbes du bas en bleu, qui donnent la même chose, hein, c'est la courbe en bleu foncé pour les pays à faible revenu tel qu'on le voyait avant le Covid, et en bleu clair ce qui est aujourd'hui nos projections, on voit malheureusement pas du tout la même histoire que pour les pays avancés, mais durablement un décrochage par rapport à ce qu'étaient les anticipations avant la crise. Le graphe de droite, je disais, raconte la même chose au sens où c'est cette fois-ci le ratio de convergence, si on peut dire, le PIB par habitant des pays à faible revenu rapporté à celui des pays avancés. La courbe en noir pointillé, c'était ce que nous anticipions avant la crise. La courbe en rouge, c'est ce que nous voyons maintenant. Et vous voyez donc non seulement un décrochage en 2021, mais malheureusement une pente qui est plus faible après la crise que ce que nous anticipions avant la crise. Donc la convergence continue, mais à un rythme plus faible, ce qui est évidemment un problème. Du coup, ça se traduit mécaniquement, si j'ose dire, par le fait que nous anticipons une demande de soutien du FMI largement supérieure après la crise à ce qu'elle était avant la crise du Covid. Un seul chiffre à retenir, c'est le fait que nous anticipons une demande de financement et de soutien du FMI qui est en gros 4 fois la moyenne historique pour les années à venir par rapport à ce qu'elle était sur la décennie pré-pandémie. Ce qui m'amène mécaniquement à la raison d'être des réformes de juillet 2021. Si nous n'avions pas fait ces réformes, en réalité, les pays à faible revenu auraient été très vite contraints par les limites d'emprunt aux facilités concessionnelles du FMI, qui sont fonction des quotes-parts de chaque pays dans le FMI. Toutes les facilités du FMI sont calculées, les programmes du FMI sont calculés en pourcentage de la quote-part. Et compte tenu des financements qui avaient déjà été mis en place au bénéfice des pays à faible revenu, en réalité, ces pays avaient déjà
largement utilisé la capacité d'emprunt au regard des anciennes limites d'emprunt, d'où le besoin de reconsidérer le cadre pour permettre un appui pour les années à venir à la hauteur de la demande anticipée de soutien du FMI. J'en viens donc aux réformes de juillet 2021 à proprement parler. Ces réformes étaient en réalité constituées de deux volets. D'un côté, des réformes permettant un soutien renforcé du FMI aux pays à faible revenu, et d'un autre côté, une stratégie financière pour permettre de soutenir ce soutien renforcé. Sur le premier volet, le principe directeur consistait à adapter le cadre existant à des besoins anticipés en croissance pour le futur par rapport au passé. La pierre angulaire des réformes, c'est une augmentation de 45% de ce qu'on appelle les limites d'accès normales dans le cadre du Fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance, le FRPC ou le PRGT, selon qu'on utilise l'acronyme français ou anglais. Pour la première fois, les limites d'accès sont fixées au même niveau pour les fonds concessionnels du FMI et pour les fonds non concessionnels du FMI, ceux qui sont financés par le compte des ressources générales. Je crois que c'est peut-être le moment d'indiquer que la différence entre les deux types de financement, ce sont les conditions financières plus favorables dont bénéficient les 69 pays éligibles au FRPC, concrètement des prêts à taux zéro, des prêts avec des maturités de remboursement qui sont plus élevées, plus longues que les prêts financés par le compte des ressources générales, et donc des conditions financières plus favorables en ligne avec les capacités plus limitées de ces pays et leurs difficultés plus élevées. En complément de l'augmentation de 45% des limites d'accès, nous avons, en juillet dernier, éliminé ce qui existait auparavant, qui était un plafond absolu, au-delà duquel même les pays les plus pauvres au sein des pays à faible revenu ne pouvaient plus emprunter à taux zéro. Désormais, ces limites ont été abrogées. Donc, pour la trentaine de pays qui sont identifiés comme étant les plus pauvres au sein des pays à faible revenu, ils pourront désormais emprunter la totalité de ce qu'ils ont besoin de prêter auprès du FMI avec un taux zéro et avec les conditions générales du FRPC. Dans le même temps, nous avons aussi simplifié, à l'autre bout du spectre des pays à faible revenu, c'est-à-dire les pays à faible revenu les plus riches, nous avons aussi simplifié les règles qui permettent de déterminer ceux des pays qui doivent mixer leurs ressources auprès du FMI, avec une partie qui est financée via le FRPC à taux d'intérêt zéro, et une partie qui doit être empruntée via les conditions générales du compte de ressources générales. Sur ce tableau, j'ai voulu mettre les anciennes règles qui sont à la colonne du milieu et les nouvelles règles après les réformes de juillet 2021. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des cases, mais vous voyez que les nouvelles limites d'accès post-réforme sont plus élevées que les règles qui existaient avant réforme et avant pandémie en particulier, avec également de manière importante cette abrogation du plafond qui existait jusqu'ici pour l'emprunt au fonds FRPC. Alors, inévitablement, l'augmentation des limites d'accès entraîne plus de risques pour le FMI, d'où le besoin de sauvegarde renforcée, et notamment au regard de la dette des pays à faible revenu. Le graphe que vous avez, je crois, est largement connu. Il montre l'évolution de l'évaluation du risque de surendettement des pays à faible revenu depuis 2014 jusqu'à 2021, avec en noir les pays identifiés comme étant en situation de surendettement, en rouge les pays à fort risque, à risque élevé de surendettement, en jaune risque modéré de surendettement et en vert faible risque de surendettement. Et on voit que dès avant la crise Covid, bien sûr, on avait cette tendance, malheureusement, à passer du vert et du jaune au rouge et au noir, et donc à des situations de vulnérabilité de dette croissantes. La crise Covid n'a pas créé cette situation, clairement, mais elle a exacerbé les situations de vulnérabilité de dette dans un certain nombre de pays. C'est ce que rappelle ce graphe. Désormais, nous avons 39 des 69 pays éligibles au fonds concessionnel du FMI qui sont en risque élevé ou déjà en surendettement. Il n'était que 19 à la fin de l'année 2015. En conséquence, des sauvegardes supplémentaires ont été ajoutées concernant les prêts du FMI à ces pays, avec une analyse plus détaillée de la composition et de la dynamique de la dette. Et pour les pays qui sont en risque élevé de surendettement ou déjà en surendettement, l'inclusion dans les objectifs du programme d'éléments pour réduire de manière concrète les vulnérabilités de dette à moyen terme.
Je dirais qu'au-delà des questions de sauvegarde de l'emploi des ressources du fonds, il y a de toute façon une question plus large de la dette dans les pays à faible revenu et les moyens collectifs pour assurer le financement du développement dans les pays à faible revenu sans tomber dans la spirale du surendettement. Très rapidement, puisque Bruno Cabriac en a déjà parlé, ce slide, cette diapositive est là pour rappeler que les fonds concessionnels du FMI sont eux-mêmes financés par l'apport de prêts par certains pays plus robustes du FMI, à la fois des prêts que nous reprêtons, mais aussi des dons, des subventions, pour permettre d'aboutir à un taux d'intérêt pour le pays final emprunteur à taux zéro, là où le prêt initialement apporté par les pays qui prêtent au fonds sont eux-mêmes, non pas à taux zéro, mais à taux positif. Donc, nous avons besoin d'avoir à la fois l'apport de ressources en prêt, mais aussi l'apport de ressources en subvention pour permettre, in fine, de prêter à taux zéro aux pays à faible revenu. Sur la partie subvention, une partie vient de dons de certains pays, une partie vient du fait que les ressources accumulées dans le passé ont été elles-mêmes placées et permettent de générer du rendement, c'est ce qu'on appelle le compte de réserve, et de générer là aussi une partie de subvention. L'autre volet de la réforme de juillet 2021, comme j'indiquais, c'est d'assurer le financement durable de cette mécanique de prêt renforcé aux pays à faible revenu. Et donc, ce que le conseil d'administration a approuvé, c'est une stratégie en 2 étapes. La couverture des besoins d'ici à 2024, dans une période où beaucoup d'incertitudes demeurent. Et puis, en 2024-2025, une analyse sera faite de manière plus approfondie pour voir quels sont les besoins de financement du fonds FRPC de manière beaucoup plus à long terme. Et nous referons à ce moment-là, en 2024-2025, une analyse de ce qui est nécessaire pour assurer l'autofinancement du fonds FRPC. Dans l'immédiat, nous avons lancé une campagne de collecte de fonds en juillet 2021 en vue de collecter 4 milliards environ de ressources en subventions, 4 milliards de dollars, et 18 milliards de dollars en ressources de prêt. Nous n'y sommes pas encore, très clairement, mais l'objectif n'était pas forcément de l'avoir dès les premiers mois. Nous avons déjà un certain nombre de promesses à la fois en ressources de prêt et en ressources de subvention par certains pays, mais très clairement, la mobilisation doit continuer pour permettre d'aboutir à ces financements avec la réaffectation volontaire possible de DTS pour permettre notamment l'apport de ressources en prêt. Je vais m'en tenir là, peut-être en juste rappelant ce qui nous semble les 4 points principaux à retenir de cette réforme et de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Le premier point, c'est le fait que le FMI a renforcé rapidement son soutien aux pays à faible revenu en 2020 pour faire face à la pandémie. Deuxièmement, que cette demande de prêt et de soutien du FMI va se maintenir au cours des prochaines années compte tenu de l'effet durable de l'impact de la crise. Troisièmement, que la réforme de juillet 2021 vise à permettre ce soutien renforcé aux pays à faible revenu sur les années à venir, mais que pour ceci puisse se produire, nous avons besoin d'avoir des financements qui viennent des pays qui ont des capacités financières plus importantes. Et quatrièmement, que pour mobiliser ces ressources pour le fonds FRPC, une réaffectation des DTS en particulier peut aider à obtenir les financements. Merci beaucoup pour votre écoute et je m'arrête ici en essayant d'arrêter de partager mon écran et de rendre la parole à Patrick. Merci. Merci beaucoup Guillaume de cette présentation extrêmement riche et dense. Ces slides, ces diapositives qui viennent d'être présentées pourront être consultées à nouveau sur le site de la FERDI après notre webinaire, parce que je crois qu'il y a des graphiques et des tableaux qui sont très intéressants, voire même impressionnants pour l'avenir. Et je voudrais, sans attendre, passer la parole à Madame Ravarini Ridaroson, qui est la ministre des Finances de Madagascar, pour réagir sur la façon dont elle perçoit à la fois ce rôle du FMI dans un pays tel que Madagascar et pour l'avenir, et puis son avis sur cette réforme qui est en cours. Naturellement, il y a une question finale qui a été posée par Guillaume Chabert, qui est comment accroître les ressources nécessaires à la mise en œuvre
de cette réforme et comment répondre aux besoins croissants. Nous y reviendrons certainement. Madame la ministre. Merci beaucoup, Patrick, et bonjour à tous. Bonjour aux intervenants, bonjour aux participants et bonjour également aux internautes. Je me présente, je suis Rinja Sibelu Rapani Henderson. Vous m'appelez juste Rinja parce que j'ai un nom très long. Et je suis ministre de l'économie et des finances de Madagascar. Alors, moi aussi, je vais partager un écran, si vous permettez. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit très très bien. Très bien. C'est parfait. Donc, je souhaite d'abord commencer par un petit rappel du contexte de l'intervention du FMI dans les pays les moins avancés en général. Donc, en 2020, on a entendu tout à l'heure que 13 milliards de dollars d'aide financière ont été octroyés par le FMI aux pays à faible revenu, contre 2 milliards de dollars seulement par an avant la pandémie. 739 millions de dollars d'allègement du service de la dette sous forme de subventions ont également été donnés à 29 de ces pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables. Entre mi-mars 2020 et mi-septembre 2021, le FMI a approuvé 66 demandes d'aide financière en faveur des pays du continent africain, dont 52 provenant de pays à faible revenu. Et au cours de cette période, le soutien financier apporté aux pays africains a atteint 36,5 milliards de dollars, dont 17,8 de dollars destinés à des pays à faible revenu. Une allocation de DTS équivalent à 650 milliards de dollars a été accordée en 2021, dont environ 33 milliards en faveur de l'Afrique. Et enfin, 3/4 des nouveaux prêts qui ont été accordés par ce fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, donc ce que nous appelons PRGT. Nous avons entendu tout à l'heure M. Bruno Capriat, donc le DGA des études et des relations internationales de la Banque de France, sur la nécessité de réforme de ce PRGT. Nous savons que les besoins de financement des pays à faible revenu restent énormes, alors qu'ils sont contraints par un espace budgétaire fortement réduit et qui sont soumis à un plafonnement de leurs emprunts au FMI. Et pour les prochaines années, il l'a dit tout à l'heure, la demande de financement concessionnel pourrait être 4 fois plus que la moyenne historique, et ce qui appelle à une réforme de la stratégie de constitution et de mobilisation de fonds par le PRGT. Nous avons également entendu tout à l'heure M. Guillaume Chabert, donc le directeur adjoint du département du FMI, qui nous a donné les contours des réformes du PRGT en juillet 2021. L'objectif avait-il soulevé de mieux répondre aux besoins de financement des pays à faible revenu, et il a résumé les points principaux de ces réformes. Maintenant, moi, mon intervention consiste à vous partager les impacts de ces réformes pour les pays à faible revenu. Tout d'abord, la disponibilité accrue des fonds concessionnels permettra aux pays à faible revenu de mettre en œuvre plus vigoureusement leur politique de redressement social et économique à la suite du Covid-19. Le relèvement du plafond normal d'accès aux fonds concessionnels de 45% permettra également à ces pays, et ici je prends l'exemple de Madagascar, de relever à environ 500 millions de dollars le montant auquel le pays pourrait avoir accès via la facilité élargie de crédit. Le relèvement du seuil de stock d'emprunt déclenchant des mesures de sauvegarde à 300% du quota donnerait plus de temps au pays d'agir pour que les réformes entamées en termes de consolidation budgétaire et d'augmentation de recettes fiscales et également de relance économique produisent leurs effets. La probabilité d'apparition de nouveaux chocs, donc par exemple de nouveaux variants du coronavirus ou des chocs climatiques ou environnementaux, rend aussi nécessaire la possibilité de mobiliser des fonds additionnels dans un temps réduit.
Donc, l'augmentation du seuil de flux d'emprunt, déclenchant des mesures de sauvegarde à 240% du quota, est donc une mesure plus que bienvenue pour un pays comme Madagascar. Mais quelles sont donc les implications de ces réformes du PRGT pour les pays à faible revenu et pour Madagascar en particulier? Bien évidemment, les pays à faible revenu doivent redoubler d'efforts en matière de conception, de mise en œuvre, de pilotage, de suivi des politiques publiques afin de maximiser l'impact des réformes et optimiser l'utilisation des fonds qui sont disponibles. Ce qui veut dire que les mesures politiques doivent s'inscrire à la fois dans une optique de soutien à la population, les impacts de Covid se faisant encore ressentir pour les plus vulnérables, dans une optique de relance économique et surtout dans une optique de transformation structurelle. Parmi les domaines d'intervention prioritaires, notamment pour Madagascar, on note la santé, donc le développement de la couverture géographique et du plateau technique des infrastructures sanitaires, ou également la formation des personnels de santé. On note également l'éducation, entre autres la construction des écoles publiques, la formation des enseignants et également les réformes du curriculum. On note également l'enseignement supérieur et la formation technique pour former nos jeunes aux métiers du demain. On n'oublie pas également le secteur de l'énergie pour la construction des centrales solaires et la promotion des énergies renouvelables. Les voies de communication font également partie de nos domaines prioritaires. Je parle ici de construction de routes, de ports, d'aéroports, de développement des offres de transport pour favoriser l'accès au marché. Et enfin, un autre domaine qui est également prioritaire dans nos réformes, c'est la digitalisation. L'accroissement des fonds disponibles à travers ce PRGT signifie également que les pays à faible revenu doivent travailler, entre autres, à améliorer leur capacité d'absorption à travers une réforme de gestion des finances publiques et des processus de passation et d'exécution des dépenses publiques. Avant de clore mon intervention, permettez-moi de faire des suggestions sur la stratégie d'intervention du FMI en faveur des pays à faible revenu. Les réformes de juillet 2021 que nous partageons ici, avons-nous dit, augmentent substantiellement la capacité d'action du PRGT. Une nouvelle série de réflexions devrait donc être entamée sur les instruments mêmes de ce PRGT. Donc là, je parle de la FEC, de la FCR, de la FCC. Et étant donné le temps qu'il faudra aux pays les moins industrialisés pour revenir sur le chemin du développement suite au recul causé par le Covid, une révision des termes des instruments du PRGT pourrait être une piste à explorer. Par exemple, je prends l'exemple de rallongement du délai de grâce, une piste qui pourrait être explorée pour réformer les instruments du PRGT. Le risque de surendettement est plus présent que jamais. Les nouveaux mécanismes de sauvegarde permettent une certaine flexibilité, on l'a déjà entendu tout à l'heure, tout en restant pragmatique. Néanmoins, l'impératif de consolidation fiscale et l'objectif d'augmentation de l'espace budgétaire incitent à poursuivre et à aller plus loin en faveur du désendettement des pays à faible revenu. Nous espérons donc que nous espérons du FMI une forte plaidoirie pour qu'il y ait un engagement encore plus conséquent des pays du G20 et des institutions multilatérales à travers l'initiative des SSI. Cela pourrait aboutir à une annulation des dettes ou une restructuration plus poussée des dettes des pays les moins avancés ou à faible revenu, mais présentons un programme économique cohérent avec des mesures ambitieuses, fortes et ambitieuses. Nous savons que le FMI ne finance pas directement des projets de développement, mais se limite à aider un pays pour atteindre une stabilité macroéconomique
et pour jouer un rôle de catalyseur des appuis financiers des autres partenaires du développement. Les investisseurs internationaux privés sont d'ailleurs très sensibles aux avis du FMI sur un pays. Et dans ce cadre, nous faisons appel au FMI pour envoyer un signal clair et positif aux bailleurs, aux investisseurs et au public quand il évalue un pays, car on peut attendre de cela un accroissement des flux d'investissement, notamment des investissements directs étrangers. La survenance du Covid-19 devrait être également perçue comme une opportunité pour redéfinir nos paradigmes et nos approches en matière de policy making. Les gouvernements doivent être en mesure de s'adapter beaucoup plus vite aux éventuels chocs et diverses vagues qui peuvent s'en suivre. Et une collaboration plus étroite devrait alors s'instaurer entre les équipes du FMI et les techniciens des pays à faible revenu pour la définition des politiques et d'outils des politiques en adéquation avec les défis actuels et futurs. Donc, voilà mon intervention sur les impacts et éventuellement les implications de ces réformes du PRGT. Mais si vous permettez, Patrick, je vois des questions qui me sont adressées. Je vais les répondre à l'écrit, mais il y a une question, que j'aimerais répondre à l'oral parce que les réponses vont être un peu plus longues. Donc, si vous permettez, je vais prendre 2 ou 3 minutes supplémentaires. Voulez-vous répondre maintenant ou plutôt quand on fera un tour de table de toutes les questions après, comme vous préférez? D'accord, ok, je répondrai après. Voilà, écoutez, voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant et on voit que la réforme du PRGT ouvre des perspectives tout à fait intéressantes pour les pays à faible revenu et qu'en même temps, c'est une incitation à plus de réactivité, non seulement du côté du fonds, mais du côté des pays eux-mêmes, comme vous l'avez très bien expliqué. Et que je crois que c'est une réforme qui est coopérative en quelque sorte. Nous pouvons, alors, merci beaucoup, Madame Rabarini Rinarison, excusez-moi, non, mais je crois que... Utilisez Rind seulement. Rinarison, c'est bon? Rind, ça suffit. C'est comme si vous appelez Ninja, mais avec un R. Rind. Très bien, Ridra. Et alors, donc, tout de suite, nous allons entendre le directeur de cabinet du ministre et vieil ami Rigobert Andeli, qui est monsieur Wilfried Ossier, si vous voulez, un peu dans le même temps, pour que nous ayons ensuite le temps de redonner la parole à chacun pour répondre aux questions, prendre la suite de Madame la ministre Indra. Vous êtes là, Wilfried? Monsieur le directeur, vous êtes là? Oui. Est-ce que monsieur Wilfried Ossier est là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, parce que je pense qu'il va revenir. Écoutez, nous passons tout de suite la parole à monsieur le ministre Ngueto Yambaye, directeur général du FAGAS. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à monsieur Cabria, que je n'ai pas revu depuis 4-5 ans. Bonjour, monsieur Chabert. Washington, on n'y va plus parce que la pandémie est là, donc bon, on vit à distance. Madame le ministre, je vous salue, ancien administrateur du Fonds monétaire pour Madagascar. Donc, je voudrais féliciter la FERDI pour continuer à nous donner l'opportunité de réfléchir ensemble sur les problématiques économiques, financières pour pouvoir stabiliser le cadre macroéconomique des économies du monde, en particulier les pays les moins avancés. Je veux féliciter également le Fonds monétaire pour les progrès, parce que si on voit d'où on vient, les choses évoluent positivement. Et je me dis que la contribution des institutions
nationales et multinationales, comme la Banque de France, qui appuie également nos institutions sous-régionales en Afrique. Beaucoup de progrès ont été faits. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, c'est une institution régionale africaine qui couvre 14 pays, donc les pays de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique du Nord. Avant d'entamer, donc c'est l'occasion également, dans cette réflexion, que j'appelle à un partenariat entre le FAGAS et les institutions multilatérales et autres pour pouvoir être des répondants sur le terrain et pour pouvoir accompagner les pays dont nous couvrons, qui sont tous des pays en voie de développement. Le FAGAS est une institution ouverte parce qu'à l'origine, le FAGAS bénéficiait d'un partenariat et d'un accompagnement de l'ancêtre de l'Agence française de développement, qui est la Caisse centrale de coopération économique. Donc, nous voudrons lancer cet appel pour qu'on puisse travailler ensemble et puis pouvoir conjuguer nos efforts pour accompagner les pays à faible revenu. Nous saluons honnêtement le soutien rapide et substantiel du Fonds monétaire au pays, au paiement pendant la pandémie grâce à la fourniture d'un financement d'urgence tel que l'a présenté M. Chabert tout à l'heure, et des financements d'urgence et d'un allègement de la dette et la revue de l'allocation de DTS pour permettre aux pays à faible revenu de pouvoir se stabiliser et développer des résiliences dans le cadre de cette pandémie, parce que les pandémies se succèdent. Je me rappelle très bien du budget riposte d'Ebola en 2014, qui nous a permis de continuer à réfléchir comment pouvoir accompagner ces pays fragiles et vulnérables à développer des résiliences. Donc, de nombreux pays s'engagent désormais dans des programmes de qualité pour soutenir leur reprise et renforcer la résilience au choc. Et il faut noter que le Fonds monétaire, qui met la réflexion avant l'action, a renforcé ses capacités d'intervention et est de plus en plus à l'écoute des pays à faible revenu. Et en particulier les pays d'Afrique francophone que j'ai eu la chance de représenter au Fonds monétaire et aujourd'hui au niveau du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Il y a des contraintes. Nous comprenons que ces pays ont des contraintes et il faudrait également que ces contraintes soient accompagnées non seulement par les ressources financières, mais de l'assistance technique pour que ces pays puissent s'approprier eux-mêmes des réflexions, des mesures, des nouveaux instruments à mettre en place. L'appui du Fonds monétaire et des autres partenaires doit être complété également par des réformes internes en termes d'appropriation, en termes de réformes parce que les réformes ne suivent pas les soutiens financiers et les actions techniques qui viennent de nos partenaires du Fonds monétaire. Je prends le cas de la faiblesse de la mobilisation des ressources fiscales dans les pays à faible revenu. Ça, c'est un problème. Et certains pays à faible revenu ont fait des progrès. Par exemple, dans le pays du siège du FAGAS, qui est le Bénin, je pense qu'il y a 3 ans, ce pays est passé du pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire. Donc, le Fonds monétaire et les autres partenaires multilatéraux peuvent également accompagner ces pays à faible revenu pour pouvoir développer des résiliences et puis pouvoir se restructurer en interne. Je prends également l'exemple pour compléter parce que les instruments développés par le Fonds monétaire n'ont pas d'écho également au niveau interne de chaque pays. Je prends l'exemple taux de bancarisation de l'économie. Si les pays étaient suffisamment bancarisés, cela allait aider suffisamment la mobilisation des ressources fiscales. Le taux de bancarisation dans les pays à faible revenu, autour de 5-10%, la moyenne dans les pays, c'est pratiquement 5%, est très faible. Donc, comment, afin de rendre ces réformes un peu durables, comment le Fonds monétaire et les autres partenaires des pays à faible revenu puissent les accompagner pour que la mobilisation des ressources fiscales doit avoir une source en amont par une bonne bancarisation des économies.
Et quand on regarde au niveau national, malgré que les ressources apportées par le Fonds monétaire sont gérées par l'économie publique, les pays qui sont essentiellement agricoles ne bénéficient pas des financements réels pour pouvoir soutenir leur production. Parce que imaginez certains faits dans les pays à faible revenu qui n'existent pas dans les pays avancés. Je pense que le cycle de la famine et de la faim dans ces pays ne favorise pas un développement de résilience. Donc, la demande des ressources du Fonds monétaire devrait augmenter. Il devrait augmenter pour permettre et rester élevé à moyen terme. Et dans ce contexte, nous saluons les propositions visant à améliorer le cadre de prêt pour aider à répondre aux besoins de financement des pays à faible revenu tout au long de la pandémie et de la période de reprise. Parce qu'également, cette crise pandémique est en cours, mais il faut également anticiper sur la période de reprise pour pouvoir soutenir le financement de ces pays-là. Donc, nous convenons qu'en mettant davantage les ressources concessionnelles à disposition des pays à faible revenu, ces propositions contribueraient à contenir les vulnérabilités de la dette, faute de quoi les pays à faible revenu auraient recours à des ressources, à des sources de financement plus coûteuses pour couvrir leurs besoins de financement. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les pays à faible revenu et nous saluons la contribution du Fonds monétaire et de ses partenaires. Et parce que cette stratégie a l'avantage de dissocier les efforts de collecte des fonds nécessaires pour renforcer la capacité des prêts du PRDT à moyen terme. Et nous soutenons pleinement la suspension du remboursement des frais administratifs du PRDT jusqu'à l'exercice 2026, comme l'a déclaré M. Chabert. En ce qui concerne les autres étapes, comme la vente d'or et les options alternatives. Donc, les pays africains et en fait dans la zone du Fonds africain de garantie et de coopération économique conviennent que des examens annuels des ressources concessionnelles et des progrès de la collecte des fonds sont nécessaires. Donc, nous soutenons la création des 2 nouveaux comptes de PRDT que M. Chabert a présentés, le compte de réserve de subvention et le compte de dépôt des investissements. Étant donné que les pandémies et les crises se suivent mais ne se ressemblent pas, les pays à faible revenu comptent sur les capacités d'anticipation du Fonds monétaire, de son expertise pour accompagner les gouvernements à pouvoir élaborer et mettre en place de bonnes politiques économiques dont les évaluations permettent également de tirer les leçons au niveau des autorités elles-mêmes. Donc, en ma qualité de directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, mon intervention est de faire une proposition au Fonds monétaire, à la FERDI, à la Banque de France, à la Banque mondiale, que nous sommes sur le terrain et nous sommes prêts à pouvoir participer à vos réflexions parce que nous accompagnons également en termes de conseils, non seulement en financement et l'autre et en termes de conseils. Donc l'activité du Fonds monétaire qui permet au financement d'avoir accès au financement, au pays d'avoir accès au financement, c'est que, étant donné que les économies des pays à faible revenu sont sous-financées et que le secteur bancaire et financier ne répondent pas aux besoins de financement des pays, le fonds de garantie que nous sommes a un effet de levier important. Le ratio ou le coefficient multiplicateur ou levier du FAGAS est de 5. Nous avons préféré rester à 5, même si la réglementation nous permet d'aller jusqu'à 12,5. C'est pour mitiguer les risques. Donc aujourd'hui, par exemple, si pour un fonds propre du FAGAS qui est de 100 milliards, le FAGAS peut contribuer à financer des investissements à concurrence de 500 milliards. Mais nos institutions sœurs ont opté pour un taux, un coefficient, un effet de levier de 12,5. Donc, au lieu que les fonds propres qui pèsent sur le trésor public soient destinés au financement des investissements, la participation des fonds de garantie permet d'accroître le financement
à un niveau très élevé. Donc, aujourd'hui, le potentiel d'intervention ou la capacité d'intervention du FAGAS est 5. Ce montant, si on injecte 100 milliards, ce montant serait de 500 milliards et représente 50% du financement octroyé par les institutions bancaires locales ou internationales. Donc, je pense que les fonds de garantie peuvent contribuer et participer à un accroissement du financement, du développement et des investissements dans les pays à faible revenu. En 40 ans, le FAGAS a pu mobiliser 2700 milliards de francs CFA de financement. Et c'est pour ça que je lance mon appel pour que les fonds de garantie, il y en a 3 régionales en Afrique, peuvent participer et accompagner les politiques mises en place par le Fonds monétaire et la Banque mondiale dans le financement et le développement. Voilà, Patrick, juste une petite intervention pour présenter qu'un fonds de garantie peut également participer à accroître le financement de développement en Afrique et dans les pays à faible revenu. Merci beaucoup, Nguetto, de cette intervention où l'expérience de l'ancien administrateur rejoint celle du directeur de la FAGAS et aboutit à des propositions tout à fait complémentaires, des remarques très intéressantes qu'avait présentées Madame la ministre il y a quelques instants. Alors, nous avons avant de passer aux questions, nous avons sur la liste des intervenants 2 personnes qui sont, je dirais, pour parler en français, en stand-by, mais je ne sais pas si Madame Sandra n'est pas revenue, je crois qu'elle nous a quittés définitivement, qu'elle se manifeste si je me trompe, mais Madame Sandra Johnson, mais en revanche, Monsieur Wilfried Ossier avait été forcé de nous laisser parce que la connexion avait été interrompue et il espérait bien la remettre. Est-ce que, Wilfried, vous êtes là de nouveau ou vous avez pu remettre la connexion? Apparemment pas. Eh bien, c'est bien dommage. Patrick, je viens d'avoir des nouvelles de Monsieur Ossier qui est en train de tout faire pour essayer de rétablir sa connexion, mais il y a encore apparemment des problèmes techniques. Bon. Mais il espère bien pouvoir nous rejoindre avant la fin de ce webinaire. Bon, alors dès qu'il sera là, qu'il se manifeste, et nous lui donnerons aussitôt la parole. Alors, les 2 interventions précédentes ont été, enfin, les 4 interventions précédentes ont été extrêmement riches et ont suscité de nombreuses questions. Et je crois que certains des intervenants ont bien pris pour eux les questions qui avaient été posées. Je pense notamment à Madame la ministre Indra, qui avait noté plusieurs questions qui lui étaient directement adressées. Peut-être pourriez-vous reprendre la parole, cher ministre, pour nous rappeler ces questions. D'accord, Patrick. D'accord. Voilà, peut-être que vous choisissez, vous avez vu plusieurs questions, malheureusement, vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions, mais celles qui vous paraissent les plus importantes. Oui, je vais essayer de répondre avec ce que je peux. Je vais d'abord répondre à la question d'un journaliste donc, sur les instruments du FMI. Une question qui m'est adressée directement dans le chat. Donc, on me demande quels sont donc les… Parce que j'avais suggéré tout à l'heure que le FMI puisse réviser les instruments du PRGT. Donc, on me demande quels sont les différents types d'instruments du FMI. Et là, je vais répondre, mais comme le directeur adjoint du département du FMI est également ici présent, il peut ajouter à mes réponses si jamais j'oublie de préciser quelque chose. Donc, les instruments de prêt du FMI sont adaptés aux différents types de besoins de balance de paiement ainsi qu'aux conditions spécifiques de pays. Donc, on regroupe ces instruments dans 2 catégories de prêts. Donc, il y a les prêts non concessionnels et les prêts concessionnels.
Les prêts non concessionnels ne sont pas indiqués pour les pays à faible revenu, donc je vais juste les survoler sans entrer dans les détails. Mais les pays à faible revenu dont il est question ici dans ce webinaire peuvent emprunter à des taux concessionnels, on l'avait dit tout à l'heure, par l'intermédiaire des facilités disponibles au titre du PRGT. Donc, je commence par les prêts non concessionnels. On note 4 instruments financiers de prêts non concessionnels. Il y a la ligne de crédit modulable, la LCM, donc qui s'adresse aux pays qui ont une politique et des antécédents économiques très solides. Il y a également la ligne de précaution et de liquidité, la LPL, qui est donc destinée aux pays membres avec de solides fondamentaux également et qui ont des bons antécédents de mise en œuvre de politiques saines. Et la LPL dure environ 6 mois à 1 an pour un pays qui est donc solide. Il y a également le troisième instrument, comme troisième instrument, le mécanisme élargi de crédit. Donc, cette facilité aide les pays à remédier à des difficultés de moyen à long terme de balance de paiement. C'est un mécanisme qui peut aller jusqu'à 4 ans. Enfin, ça dépend de la balance de paiement du pays qui le demande. Et le remboursement va de 4 ans et demi à 10 ans. Et puis enfin, le quatrième instrument des prêts non concessionnels, c'est l'IFR, l'instrument de financement rapide, qui fournit donc une aide de financement rapide à faible conditionnalité à tous les pays confrontés à un besoin urgent en matière de balance de paiement. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne concerne pas trop les pays à faible revenu parce que ce sont plutôt pour les pays solides. Par contre, pour les prêts concessionnels, on l'a dit tout à l'heure durant ce webinaire, on note 3 instruments principaux et donc 3 guichets alimentés par le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et un autre instrument qui n'est pas lié à un financement. Donc, le premier instrument de prêt concessionnel qui est donc servi au guichet de PRGT, c'est la facilité élargie de crédit, donc le FEC, la FEC plutôt, et c'est l'outil principal d'aide à moyen terme du FMI aux pays à faible revenu, affrontant donc des problèmes prolongés de balance de paiement. Je dis bien problème prolongé de balance de paiement. Et un financement au titre de la FEC est assorti d'un taux d'intérêt nul, d'un délai de remboursement de 5 ans et demi et d'une échéance finale de 10 ans, je crois. Et le montant de financement mis à disposition au titre d'une FEC est déterminé au cas par cas selon les conditions du pays, en fonction du besoin de balance de paiement donc. Mais le montant de financement concessionnel disponible est limité à 75% de la quote-part du pays par an, donc sauf exception. Et l'encours total des crédits concessionnels d'une FEC est à 225% de la quote-part. Alors, depuis mars 2021, Madagascar est sous ce programme de facilité élargie de crédit. Donc, Madagascar est en programme FEC avec le FMI, un programme de 40 mois pour un montant équivalent à 219 millions de DTS, donc environ 312 millions de dollars, c'est-à-dire 90% de notre quote-part. Le deuxième instrument de prêt concessionnel, c'est la facilité de crédit de confirmation, la FCC, qui offre une aide financière aux pays à faible revenu ayant des besoins de balance de paiement plus ou moins stables et à court terme. Et un financement au titre de cette FCC est assorti d'un taux d'intérêt nul, d'un délai de remboursement de 4 ans et d'une échéance finale de 8 ans. Si je me trompe, je demande au directeur du FMI de me corriger, mais je pense que c'est ça. Enfin, le dernier instrument, le dernier guichet du PRGT, c'est la facilité de crédit rapide, la FCR, qui offre une aide financière rapide et qui est donc assortie d'une conditionnalité limitée aux pays à faible revenu qui font face à un besoin urgent de la balance de paiement.
Elle réorganise l'aide d'urgence aux pays à faible revenu et peut être utilisée de manière souple dans un large éventail de circonstances. Un financement au titre de la FCR est assorti d'un taux d'intérêt nul, d'un délai de remboursement de 5 ans et demi et d'une échéance finale de 10 ans. Cette FCR est conçue pour venir en aide aux pays à faible revenu qui sont parvenus à une situation macroéconomique globalement viable, mais qui ont des besoins d'ajustement et de financement à court terme épisodiques, notamment par suite de chocs. Madagascar a bénéficié de 2 décaissements de FCR en 2020, donc d'un montant de près de 340 millions de dollars pour les 2 décaissements, en avril 2020 et en juillet 2020, suite à la pandémie Covid-19. Le dernier instrument instrument non concessionnel, mais qui n'est pas lié à un financement, c'est l'instrument de support de politique économique, donc l'ISPE. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas assorti à un financement, mais c'est juste un soutien public du FMI à un pays. Et donc, c'est juste un simple appui à titre vertueux. Mais un pays sous programme FEC ne devrait pas utiliser cet instrument ISPE. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question du journaliste sur les différents instruments du FMI. Encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, le directeur du FMI est avec nous. Il pourra ajouter à mes réponses. Je vais choisir une autre question. Oui, une seule. Ou une seule, bon, voilà. OK, d'accord. Je m'arrête là. Si non, si vous avez une autre question à laquelle vous souhaitiez... S'il y a une autre question à laquelle vous vouliez répondre rapidement, mais peut-être comme il y a des questions pour d'autres intervenants. OK. Je vais donc répondre à la question concernant la capacité d'absorption. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces capacités d'absorption parce qu'on obtient des aides et comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse arriver à absorber ces aides-là. La capacité d'absorption, pour nous à Madagascar, je parle de Madagascar là, est liée à l'exécution budgétaire dans le sens où les fonds que nous avons obtenus du FMI, je l'avais dit tout à l'heure, on a eu un premier FEC, on a eu 2 FCR, on a eu un deuxième FEC, donc avec le premier décaissement en 2021, et on a également eu une allocation d'ITS. Donc tous ces fonds-là, ils sont fondus dans notre budget, dans notre loi de finances. Donc la capacité d'absorption des fonds accordés par le FMI est liée à notre exécution budgétaire. Donc là, en ce moment, Madagascar est en train de faire beaucoup de réformes pour justement améliorer cette capacité d'absorption. Je prends l'exemple de la digitalisation. On vient de digitaliser tout le processus de marché public. Donc, on vient d'entrer dans le système de e-government procurement et dans le système de procurement review system qui va donc... Alors, tu as réussi à te rebrancher ou pas? Comment lui dire? Bruno, ton micro, Bruno. C'est bon, je viens de lui couper son micro. Merci. Madame la ministre, vous pouvez continuer. Oui, je continue. D'accord, OK. Donc, j'avais dit tout à l'heure que nous sommes en train de faire beaucoup de réformes en termes d'exécution budgétaire. On a commencé par la digitalisation de tout le processus des marchés publics. On vient d'autoriser, pas plus tard que la semaine dernière, donc le 12 janvier dernier, en conseil de gouvernement, l'utilisation d'un nouvel outil qui s'appelle donc IGP, le e-government procurement, et le procurement review system, qui vont complètement digitaliser tout le processus des marchés publics. Si auparavant, ce processus nous avait pris des mois et des mois pour exécuter un budget, avec ce nouvel outil digitalisé, nous espérons que nous pouvons améliorer la capacité d'absorption. Donc, avec cet outil digitalisé, le IGP et le PRS, ce sera
Ce sera donc des dépenses à zéro papier, zéro manipulation, avec une meilleure traçabilité des dossiers et surtout avec plus de transparence vis-à-vis de nos citoyens par rapport à nos dépenses publiques. Il y a plusieurs autres réformes pour améliorer la capacité d'absorption, mais ces réformes-là, tout de suite maintenant, je ne veux pas encore les livrer ici parce qu'ils sont en attente de validation du Conseil des ministres. Donc, mais je vous rassure, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours et qui vont contribuer à l'amélioration de la capacité d'absorption et donc à l'exécution budgétaire pour Madagascar. Voilà, voilà Patrick, de mon côté, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais je vais m'arrêter là pour ne pas trop engager le temps des autres. Nous avons une multitude de questions, il y a pas moins de 60 questions qui ont été posées, et peut-être, je ne sais pas si Bruno a pu rentrer en contact avec Wilfried Ossier, est-ce qu'il est là? Non, toujours pas. Alors, il essaie de se connecter avec son téléphone, mais il n'est toujours pas là, à ma connaissance. Bon. Est-ce que, peut-être, je vois que, peut-être Guillaume, voudriez-vous répondre ou je dirais, confirmer tout ce que vient de dire Madame la ministre ou apporter un complément? Je crois que c'est une étude de cas tout à fait intéressante de la possibilité d'utiliser le PRGT sur des différents fonds, toutes les facettes des modes d'intervention du FMI et qui peut être mise en œuvre par un pays. Alors, si je peux profiter de l'occasion d'avoir la parole pour dire 5 choses. La première, il y avait une question sur la possibilité de partager le slideshow. Il n'y a évidemment aucune difficulté à partager ce que j'ai présenté, bien sûr. La seconde, il y avait pas mal de questions sur le rôle du FMI en matière de lutte contre la pauvreté et comment les interventions du FMI peuvent apporter un appui à cette lutte contre la pauvreté. Je voulais juste rappeler que les financements concessionnels du FMI ne sont décaissés qu'à l'appui d'une stratégie de réduction de la pauvreté qui est établie par les pays, c'est une première chose. Et deuxième chose, au fil du temps, le FMI a de plus en plus porté attention à la partie des dépenses dites sociales, qui inclut les transferts envers les ménages à faible revenu, mais aussi les questions d'éducation et de santé. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun programme du FMI financé sur le fonds PRGT qui n'inclut pas des minimums en matière de dépenses sociales. Donc, c'est une attention extrêmement forte que le FMI porte à ces sujets. Il y avait des questions aussi sur l'appui que le FMI peut apporter à la rationalisation des dépenses publiques. Et bien sûr, en matière d'assistance technique, le FMI peut apporter des choses en complément d'autres. Ce qui est mon troisième point, pardon, ce qui est de dire qu'il y a une attention de plus en plus forte, indispensable, absolument clé, qui est la coordination entre ce que le FMI fait et ce que font d'autres acteurs, en particulier la Banque mondiale, la Banque africaine et d'autres banques de développement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut absolument que ce soit fait. Les interventions sont complémentaires, doivent être complémentaires. Il faut absolument que les institutions financières internationales travaillent main dans la main. Quatrième chose, il y a beaucoup de questions sur la dette. Et là-dessus, je voudrais dire un certain nombre de choses. D'abord, oui, les différents financements du FMI tiennent compte de l'analyse de soutenabilité de la dette des pays. Donc, il y a une coordination très forte entre le volet prêt et le volet des travaux sur l'analyse de viabilité de la dette, ce qu'on appelle les DSAs, et les limites d'endettement quand il y a des limites d'endettement. Deuxième chose, il y avait une question sur les 31 pays qui ont bénéficié d'à peu près 1 milliard d'allègement de la dette via le FMI, grâce à des contributions d'un certain nombre de pays membres. Donc, c'est bien 31 pays qui ont bénéficié très exactement de 963 millions de dollars d'allègement, et c'est bien concrètement définitif. C'est-à-dire que ces pays n'ont pas payé leurs échéances de remboursement entre avril 2020 et avril 2022 pour ces 31 pays, donc en gros 1 milliard de dollars. En parallèle de cet effort fait dans le cadre du FMI, il y a eu les initiatives du G20 pour suspendre les paiements entre mai 2020 et décembre 2021, le fameux DSSI qu'évoquait Madame la ministre. Ça, ce n'est pas de l'annulation de la dette, c'est du report dans le temps d'échéances qui vont devoir être payées. Et d'ailleurs, dès 2022, ces pays qui ont bénéficié en 2020 d'une suspension temporaire doivent rembourser une partie des échéances qui ont été transférées de l'année 2020.
Ce qui m'amène au dernier point que je voulais évoquer, c'est toutes les questions sur, et d'ailleurs l'appel de la ministre sur ce que le FMI peut faire pour réénergiser encore plus les pays créanciers en matière d'efforts d'annulation de la dette ou de restructuration de la dette là où c'est nécessaire. Oui, nous sommes inquiets par ce qui est en train de se passer. Les efforts sont trop lents et nous appelons avec des mesures très concrètes qui ont été proposées en décembre par le Fonds monétaire international. Nous appelons à l'effort des pays du G20 pour aller plus loin, plus vite sur ce qui est nécessaire de faire en matière de dette pour les pays, en particulier les pays à faible revenu. Et mon tout dernier point, parce qu'il est important, c'est qu'il faut quand même différencier entre les pays. Je crois qu'il ne faudrait pas retirer de tous ces travaux, de ce qui est dit par les uns et les autres, la Banque mondiale hier, etc., que c'est la catastrophe partout, et notamment en Afrique. Ce n'est pas vrai. Il y a des pays qui s'en sortent, il y a des pays qui s'en sortent très bien. Tous les pays ne sont pas en situation de dette insoutenable, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des pays qui ont encore un accès au marché, et c'est très important. Il y avait des questions sur le passage à l'émergence. L'accès au marché est un des moyens de financer le développement en attirant les capitaux privés. Et bien sûr, nous, on peut travailler côté FMI au cadre macroéconomique, à la stabilité du cadre macroéconomique, à l'appui qui peut être apporté au climat des affaires, à la bonne gestion publique, en complément de ce qui peut être fait de manière sectorielle sur la digitalisation, sur le secteur privé, qui peut être fait par la Banque africaine, par la Banque mondiale. Mais encore une fois, tous les pays ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y a des différences de situation très fortes, avec des pays qui s'en sortent. Et à l'autre bout du spectre, des pays qui sont en grande difficulté, et c'est mon tout dernier point. Nous travaillons actuellement une stratégie pour les pays, ce qu'on appelle les pays fragiles, ou les pays qui sont affectés par des conflits. Donc, 36 pays parmi les 69 pays dont nous parlons ce matin sont dans cette situation-là. Et nous allons présenter à notre conseil d'administration au mois de mars une stratégie pour renforcer ce que le FMI peut faire avec d'autres à l'appui des pays fragiles ou en conflit. Voilà, il y aurait beaucoup à dire. On peut peut-être refaire un séminaire, Patrick, mais je vais m'en tenir là. Merci beaucoup encore à la Ferdi d'avoir organisé cette discussion. Merci. Est-ce que nos orateurs intervenants potentiels ne nous ont toujours pas rejoints? Donc, peut-être pouvons-nous, puisqu'il nous reste quelques minutes, de reprendre quelques questions qui ont été posées par les attendants. Ça m'est difficile de choisir parmi les 60, mais en gros, il y a des questions sur un peu qui posent le problème de savoir ce que le Fonds monétaire fait par rapport à la Banque mondiale. Quand un intervenant dit « Pourquoi vous ne financez pas d'infrastructures ?» À chacun son rôle. Donc, peut-être quelques précisions seraient bienvenues sur ce sujet. Et puis, même si la coordination, en tous les cas, est utile, même si elle n'est pas si facile, comme Guillaume Chabert l'a dit, mais aussi j'ai eu des questions sur les données concernant l'origine des subventions pour les fournisseurs de subventions pour le PRGT. C'était, je crois, de M. Sanbilal, qui évoquait aussi la question des DTS. Mais là, comme j'ai dit, nous sommes bien engagés sur cette question et comme ça, c'est vraiment en négociation. C'est peut-être difficile d'en parler plus maintenant, sauf si Guillaume, tu veux dire quelque chose à ce sujet. Mais on va en reparler dans un autre webinaire prochainement. Et puis, je ne sais pas quelle autre question je pourrais reprendre, notamment, non, mais je vois celle-là, peut-être pour bien préciser le rôle respectif de la banque et du fonds, parce qu'avec l'augmentation des activités du FMI dans les pays à faible revenu, qui n'égale pas celle d'AIDA, mais qui en 2020 avait tendance presque à s'en rapprocher. Je pense que c'est important de montrer quel est le rôle. Alors on dit, naturellement, tout le monde dit on va se coordonner, évidemment. Mais est-ce qu'il y a un partage des tâches quand même qui fait consensus? Je suppose que la question m'est adressée, Patrick. Je ne vois pas. Oui, peut-être. Oui, enfin, bien sûr. C'est une question qui émane c'est une question transversale à beaucoup de propos qui ont été tenus par les participants. Non, mais très clairement, le FMI, comment dire, a certains domaines d'expertise, un rôle qui est axé sur une approche macroéconomique des sujets.
Le FMI est là pour aider à maintenir ou restaurer la stabilité macroéconomique, les grands équilibres. C'est très important pour le développement. Si vous n'avez pas un cadre macroéconomique qui est stable, il est extrêmement difficile de financer le développement, bien sûr. Le FMI ne prétend pas avoir toute l'expertise qui est nécessaire et notamment n'a pas l'expertise micro. Le financement de projets, c'est quelque chose qui est très compliqué et nous n'avons pas cette expertise-là. De même, je citais par exemple les dépenses dites sociales, les dépenses d'éducation et les dépenses de santé, extrêmement importantes aujourd'hui, les deux volets d'ailleurs, hein, tant l'éducation que la santé. Le FMI peut intervenir en expliquant pourquoi il est nécessaire de réserver des enveloppes budgétaires à ces dépenses-là, mais nous n'avons pas d'expertise en matière de formation des enseignants, en matière de construction d'un système de santé, etc. D'où l'enjeu absolument clé de la coordination avec ceux qui ont cette expertise-là, qui sont les banques de développement. Et oui, je le redis, c'est plus facile à dire qu'à faire, cette coordination, mais elle est indispensable. Il faut absolument qu'elle intervienne. Sur les origines des subventions et des prêts, donc dans le cadre des réunions de printemps, dans quelques mois, du FMI et de la Banque mondiale, nous ferons un point de situation sur là où on est, la levée, la collecte de fonds pour financer ce qui est nécessaire pour déployer un soutien renforcé aux pays à faible revenu, comme j'indiquais. Donc, c'est un peu trop tôt pour donner des informations, mais oui, c'est prévu de le faire à l'occasion des réunions du mois d'avril. Et dans ce cadre-là, nous parlerons non seulement du financement du fonds PRGT, mais aussi de ce nouveau chantier très important qui est la création d'un fonds pour la soutenabilité et la résilience, avec l'idée de réallouer une partie des DTS qui ont été alloués à des pays qui, objectivement, n'en ont pas vraiment besoin, et pour canaliser ces fonds vers les pays qui, eux, sont en difficulté. Je vais m'en tenir là. Quel est le rôle qui est envisagé pour le Fonds pour la résilience à l'égard des pays à faible revenu? Parce que je suppose que ce fonds ne s'adresse pas particulièrement aux pays à faible revenu, si j'ai bien compris. Alors, les paramètres sont en cours de discussion. Ce qui est actuellement en train de se stabiliser, c'est que seront éligibles à ce nouveau fonds qui sera géré par le FMI, tous les pays à faible revenu, donc tous les pays éligibles au fonds PRGT, et une petite partie des pays à revenus intermédiaires, avec des règles qui sont en cours d'affinage, mais en gros, il y aurait un plafond de revenus à 10 fois le cut-off, le plafond d'éligibilité à AIDA. Donc, c'est substantiellement plus élevé que l'éligibilité au fonds PRGT, mais néanmoins, tous les pays, encore une fois, à faible revenu seront éligibles, avec une idée qui est que ce nouveau fonds viendra à l'appui, en addition à des programmes du fonds, soit financés sur fonds concessionnels, soit sur le compte de ressources générales. Merci. Merci de ces réponses très, très claires. Est-ce que toujours pas de… Non, je crois que nous n'allons pas repêcher les absents, mais peut-être, Bruno, tu veux réagir sur certaines des questions qui ont été posées? Oui, je voulais peut-être réagir sur deux points. Le premier point, comme l'a bien développé Guillaume Chabert, et d'abord, je voulais féliciter Guillaume Chabert et Madame la Ministre pour leur exposé très clair et très brillant. Et comme l'a bien souligné Guillaume Chabert, il n'y a pas vraiment de solution de continuité entre le développement et la stabilité macroéconomique. Et on le voit bien aujourd'hui, je crois qu'une grande leçon de la crise, c'est que le soutien très fort des politiques budgétaires et monétaires dans les pays avancés a permis que cette crise ne laisse pas de traces et que dès 2023, la plupart des pays avancés vont rejoindre non seulement le niveau, mais la trajectoire de PIB par tête avant la crise. Et donc ça, c'est très important, et c'est très important d'aider les pays à faible revenu, et c'est le rôle que fait le FMI, à pouvoir mettre en place des politiques budgétaires et des politiques monétaires qui permettent de revenir le plus possible sur la trajectoire pré-crise, et donc sur une trajectoire qui, dans la plupart des pays à faible revenu, heureusement, et notamment en Afrique subsaharienne, était une trajectoire de développement. Donc,
on évite effectivement de prendre du retard sur le développement. Et donc, en ça, l'intervention du FMI est clé. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est un peu le lien avec le point précédent. Les ressources prêtées par le FMI sont des prêts, donc ce sont des ressources qui ont un coût remboursé et en cas, elles augmentent la dette. Mais il faut prendre en compte dans la soutenabilité de la dette le dénominateur, c'est-à-dire le PIB, la croissance. Et en permettant de revenir très rapidement sur des trajectoires de croissance qui sont des trajectoires de croissance de développement, on a un effet aussi très significatif sous la soutenabilité de la dette. Donc je crois qu'une des leçons de cette crise, qui est valable pour tous les pays, c'est l'extrême rentabilité en termes de croissance d'un soutien quand il y a un choc de cette ampleur, d'un soutien budgétaire et d'un soutien monétaire, et par là, ça allège aussi, par rapport à un contrefactuel où on n'aurait rien fait, ça rend la dette plus soutenable. Évidemment, dans un certain nombre de cas, et comme ça a été souligné par Guillaume Chabert, dans un certain nombre de cas, la situation est moins favorable et elle doit effectivement s'accompagner de processus de restructuration et d'annulation de la dette qui sont particulièrement nécessaires et qui doivent être menés par l'ensemble des créanciers pour être efficaces. Merci Bruno. Je voudrais utiliser mon privilège de modérateur pour poser une nouvelle question à Guillaume Chabert, car dans la présentation qui a été faite, nous avons à l'esprit ces deux graphiques qui étaient vraiment très frappants de la convergence, c'est-à-dire la capacité des pays avancés à retrouver leur chemin de croissance antérieure et le retard des pays dits ici à faible revenu à retrouver leur sentier antérieur. Et en même temps, Guillaume, tu as évoqué l'idée que l'Afrique, qui est visée par ce graphique, recouvre des pays extrêmement hétérogènes, dont certains se sont beaucoup mieux rétablis que d'autres, ou sont en voie de se rétablir mieux. Est-ce qu'il y a eu du côté du Fonds monétaire une analyse de la relation éventuelle entre le volume des interventions, les modalités d'intervention entre ces pays qui se sont redressés plus vite et mieux, quelle est l'hétérogénéité dans ce retour au sentier de croissance antérieur, et y a-t-il un lien avec les interventions qui ont pu être faites, ou est-ce simplement la qualité des politiques qui ont été conduites par les pays? Mais peut-être c'est une question qui est prématurée par rapport à ce que l'on a pu interpréter. Elle n'est pas prématurée et elle est fondamentale en réalité, Patrick. La réponse directe est nous sommes en cours de le faire. Je m'explique. En mars 2021, nous avons publié un rapport, régulièrement le FMI publie un rapport sur les évolutions macroéconomiques dans les pays à faible revenu. Et dans ce rapport, nous avions déjà le graphique que j'ai présenté, qui est cette divergence de facto, ou ce sentier de convergence qui est moins favorable après la pandémie qu'il ne l'était avant la pandémie. Et dans ce rapport, nous indiquions déjà que les différentes trajectoires étaient différentes en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Les pays ne sont pas rentrés dans la crise avec les mêmes caractéristiques en termes de capacité à avoir une réponse plus forte, en termes de chocs subis en fonction des caractéristiques de l'économie. Tous les pays n'ont pas subi la crise de la même manière ou pu répondre à la crise de la même manière, c'est très clair. Le deuxième temps de la réponse, c'est que nous n'avons pas terminé, à mon avis, cette analyse et que dans le cadre du prochain rapport, justement, sur les projections macroéconomiques dans les pays à faible revenu, qui sortira probablement à l'automne 2022, cette question de la différenciation au sein des pays à faible revenu sera un des axes forts de notre réflexion. Parce que précisément, nous avons quand même l'impression assez forte qu'il faut avoir une vision un peu plus fine et ne pas, encore une fois, avoir des slogans quelque part qui soient uniformes pour tous les pays à faible revenu. Oui, c'est vrai que le taux de vaccination est plus faible
nettement plus faible, de manière très importante plus faible dans les pays à faible revenu. Oui, c'est vrai qu'il y a probablement un sujet d'endettement qui caractérise les pays à faible revenu. Oui, il y a des tendances qui sont communes à tous les pays à faible revenu, mais en même temps, dans le deuxième temps, quand on regarde avec une loupe un peu plus fine, il y a des différences assez fortes d'un pays à l'autre qui doivent être prises en compte. Merci beaucoup. Est-ce que, Fabienne, nous n'avons pas d'autres questions qui soient venues récemment? Et peut-être faut-il maintenant terminer cette séance qui a été pour moi passionnante. Et même si nous avons eu la défaillance de deux intervenants, l'une politique, politique, je veux dire, parce que chaque responsable politique, ministre, est soumis à l'autorité de ses supérieurs, de son président, ou technique, ce qui prouve quand même qu'il y a des efforts à faire dans les connexions et l'infrastructure digitale, comme cela a été rappelé par Madame la ministre Sendra tout à l'heure, mais ça s'applique effectivement à nos connexions ici aussi en Europe. Et si ce n'est pas le cas, donc nous avons eu suffisamment de matière de réflexion avec les intervenants, et je voudrais remercier infiniment à la fois Madame la ministre, Guillaume Chabert, Bruno Cabriac et notre ami Rigobert, Ghetto Yanvaillé, qui a posé des questions avec, je veux dire, il y a une question peut-être, Ghetto, tu veux dire un mot, parce qu'une question a été posée sur le fait que peut-être est-ce qu'il y aura un rôle pour le FMI de coordonner les fonds de garantie, parce qu'il n'y a pas que le FAGAS. Est-ce que, je ne sais pas si tu as vu passer cette question, est-ce que ça suscite une réponse de ta part? Oui, Patrick, le problème c'est que le Fonds monétaire, dans l'une de ses missions, c'est la surveillance. Donc, le Fonds monétaire peut participer au titre de l'article 4, intégrer les fonds de garantie régionaux africains dans l'évaluation pour que ces fonds également soient performants. Parce qu'en fait, le métier de la garantie ne s'enseigne pas dans les écoles jusqu'à aujourd'hui. C'est par la pratique qu'on fait de la garantie. Mais en fait, c'est un métier également qui demande beaucoup d'expertise et de la gestion des risques. Nous devons être un levier de financement des investissements et des crédits bancaires, mais nous avons besoin de la supervision, la surveillance du Fonds monétaire pour qu'on puisse mieux coordonner nos activités en tant que fonds de garantie. Alors, il y a 3 fonds de garantie régionaux en Afrique, mais certains pays ont leur fonds de garantie. Mais la contribution du Fonds monétaire nous permettra, dans le cadre de la surveillance multilatérale, au titre de l'article 4, de nous permettre de nous remettre en cause et d'être plus performants. Parce qu'un fonds de garantie aussi peut tomber en faillite si nous faisons que la gestion des risques et l'appréciation de la ceinture. D'accord. Bien, écoute, merci. Ah, le son a été coupé, Ghetto. Ghetto. Ah, décidément, l'infrastructure nous lâche, les connexions sont insuffisantes, donc il y a besoin d'intervention de projets dans ce domaine à côté des interventions du Fonds monétaire. Donc, écoutez, je ne sais pas si… Ah, est-ce qu'on m'entend? Alors oui, on vous entend, mais Monsieur Ghetto, non. Je crois que faute de… Oui, nous entendons. Et faute de connexion, donc nous renonçons à écouter Ghetto parce que la connexion l'a lâché. Ce qui est un problème, c'est le problème de l'arbitrage entre le macro et la macro qui est indispensable. Et puis quand même les projets digitaux. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier les uns et les autres, ce que j'ai déjà fait, mais je le fais une fois encore. Et compte tenu du fait que la connectivité semble faiblir et que nous avons eu déjà un débat très riche, nous allons arrêter là. Et je retiens l'idée de Guillaume, peut-être de faire un autre webinaire sur les questions qui ont été évoquées mais qui n'ont pas pu être traitées. En tout cas, je vous donne rendez-vous, pour ceux qui cela intéresse, au
webinaire qui sera organisé les 2 et 3 février prochains par le Trésor français et le CGDEV, et pour le premier de ce séminaire, la FERDI, le 2 février, excusez-moi, sur la réallocation des DTS. Vers quel pays cette réallocation doit-elle aller? Par quel canot peut-elle y aller? Et dans quel but? Je crois que c'est une question fondamentale qui a été évoquée par certains participants et qui est très complémentaire de ce qui a été traité, puisque, comme l'a dit Guillaume Chabert dans sa conclusion, le Fonds monétaire lui-même a besoin pour réaliser son programme ambitieux et légitime de recueillir des fonds supplémentaires au titre de cette réallocation des DTS à travers le PRGT ou le nouveau fonds pour la résilience. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée ou bonne journée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Merci encore au Fonds monétaire pour cette initiative très utile. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.